Bienvenue pour un nouveau film qui nous est apparu dans les tréfonds de Netflix, mais c'est une sortie récente. C'est un film taïwanais qui s'appelle Miss Shampoo, ce qu'on pourrait traduire en français par Mademoiselle Shampouineuse, un truc un peu comme ça, ou Mademoiselle Oui. Shampoing. Alors après Mademoiselle Chambon, Mademoiselle Shampoing. Sachant que j'ai regardé, alors il y a un titre VO qui est en chinois, alors je ne ferai pas l'affront d'essayer de le prononcer en chinois, n'est-ce pas? Mais j'ai essayé de le traduire avec Google Trad. Et le titre approximatif, la meilleure traduction que j'aurais trouvée, c'est excusez-moi, est-ce que quelque chose doit être affermi? Est-ce qu'il y aurait besoin d'affermir quelque chose? Euh, voilà. Ok. C'est pour les cheveux. Mais en fait, on va comprendre vite que dans le film, nous sommes face à une comédie romantique, et une comédie romantique avec un sujet qui est quand même assez prégnant dans le film, qui est le sexe. Euh, Oui. et, donc, euh, et donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit jeu de mots que je n'ai pas. En tout cas, si vous parlez le chinois, probablement le mandarin, puisque c'est un film taïwanais, n'hésitez pas à nous donner une traduction plus précise en commentaire si jamais. D'ailleurs, je regarde, je vois que sur l'affiche, on sait en petit, mais ils ont tous une espèce De pique, de bite sur le crâne là. là, ils ont du gel ou un truc comme ça. Ouais. Mais ta Euh, vie, hein, il y a un truc. Alors, c'est réalisé et scénarisé par un réalisateur qui s'appelle Gideon Sko et qui avait fait un précédent film qui avait a priori plutôt bien marché qui s'appelait Till We Meet Again. À la photographie, nous avons, alors vous m'excuserez pour les prononciations en chinois, hein, vraiment. Nous avons Chu Yisian, qui est donc un directeur photo assez expérimenté, qui a fait pas mal de films, de séries à Taïwan, et qui était déjà le collaborateur du réalisateur sur Till We Meet Again. Au montage, nous avons Su Peiyu, qui a fait pas mal de séries télé de son côté. À la musique, nous avons Chris Wu. Et au casting, nous avons Vivian Sung. Vivian Sung, donc elle était déjà dans le précédent film du réalisateur qui s'appelle Till We Meet Again, et elle était dans un film qui était sorti en France qui s'appelait Nina Wu. Et plus étonnant, elle a joué dans un film français cette année qui s'appelle Pour la France de Ah Rachid ouais. Dami que je n'ai pas vu, mais alors du coup je suis très curieux de le voir parce que ça me fait bizarre de voir une actrice de comédie taïwanaise dans un Bah film oui. français. Nous avons également Daniel Hong, comme je vous l'ai dit c'est une comédie romantique donc il y a un homme, une femme, et donc lui joue l'homme et on va découvrir aussi que c'est plutôt un gangster dans l'histoire. Et lui, c'est un de ses premiers crédits au cinéma, c'est un de ses premiers gros rôles. Je sais pas ce qu'il faisait avant, je sais pas comment il est arrivé là. Parce que trouver les informations sur les films taïwanais, j'aime autant vous dire que c'est un petit peu coton. Sachant que le film là-bas est sorti en salle, et chez nous, c'est sur Netflix. C'est Et ça. nous avons également, en second rôle, et en bras droit du gangster, nous avons Kaiko. Kaiko, enfant terrible du cinéma taïwanais, que moi j'avais vu dans un film que j'avais adoré, qui était dans mon top 10, probablement de l'année dernière, et qui s'appelle Money Boys, qui était un film sur la prostitution homosexuelle en Chine, et il jouait dedans. Et vraiment le film était incroyable, donc je vous le recommande. Et j'avais regardé un petit peu qui c'était ce Kaiko, et Kaiko, le seul truc qu'il y avait sur sa fiche Wikipédia, c'est il a été arrêté en Chine avec le fils de Jackie Chan parce qu'il achetait de la marijuana. Donc il a dû faire des excuses publiques, c'était tout un bordel. En plus, il était dans les campagnes anti-drogue à Taïwan, donc je vous raconte pas le drama. Et donc voilà. Et donc il avait également joué dans Till We Meet Again, le précédent film, et c'était lui le rôle principal. Donc voilà, donc je l'ai dit, c'est une comédie romantique de gangsters. Mais non, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? On commence sur un plan de pluie la nuit à Taïwan, car à Taïwan, je crois qu'il pleut beaucoup, n'est-ce pas? Bah, je crois c'est une île, donc c'est pas le climat continental déjà. Euh, oui, donc ça s'ouvre. En fait, ce qu'on voit là, en fait, c'est un des lieux principaux du film, qui est tout simplement la boutique de coiffure, le coiffeur, dans lequel travaille Fen, un de nos deux protagonistes principaux, qui sera donc la madame du couple, voilà, qui est en train de s'entraîner à coiffer une tête Une tête à coiffer, d'entraînement hein, je crois qu'on appelle ça comme ça, non? qui d'ailleurs, voilà, faut le savoir, cette merde-là, ça coûte vachement cher. Ah oui, oui, parce qu'en plus, je crois qu'il y a genre des vrais cheveux ou je sais pas quoi. Ouais, Oui, ouais. oui. Quand c'est professionnel, oui, hein, c'est pas la tête à coiffer Barbie. Hein. Oui, oui. Donc voilà, elle s'entraîne en regardant du baseball et on a déjà ces deux passions dans la vie, le baseball et la coiffure. Et parallèlement à ça, il s'avère que dehors, dans les rues malfamées, dans les milieux interlopes, se, se Notre mot trouve, préféré, hein, faut le savoir. il y a des règlements de compte qui sont en train de se jouer. Et on a Tai, du coup, notre second protagoniste, qui est en train de fuir, alors que lui et son chef sont en train de se faire agresser. Par des hommes en capuche. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est sur les premiers plans, c'est pas mal hein, visuellement.
Ah oui, et d'ailleurs, le film tiendra sa promesse, parce que, ça, un truc qu'on peut déjà citer, c'est que visuellement, c'est super beau tout le long du film. Et vraiment, il y a une ambiance. Alors, c'est marrant parce que le film, donc, du coup, est une comédie romantique de gangsters. Il va switcher toujours un petit peu entre une ambiance un petit peu wholesome de comédie romantique et en même temps basculer sur voilà, des scènes comme ça qui sont. On se croirait dans un thriller sud-coréen, quoi, carrément. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, Et donc voilà, donc c'est un règlement de compte. On comprend que les quatre personnes encapuchonnées ne sont pas taïwanaises, notamment parce qu'il y en a un qui fait une remarque sur la langue à utiliser. Donc ça, pareil, ça fait partie des trucs auxquels nous, on peut passer à côté. Parce qu'à Taïwan, en Chine et tout, ils utilisent plusieurs langues, voilà, vous connaissez, mandarin, cantonais et compagnie. Il s'avère que les gens qui les agressent sont des Thaïlandais. Donc si les langues c'est compliqué pour nous, ça l'est aussi pour eux. Donc voilà, c'est surtout pour dire que c'est des étrangers, c'est un gang d'étrangers qui les a agressés. Notre héros Thaï qui du coup va se réfugier chez la coiffeuse, qui va l'accueillir et le cacher. Ce qui fait que en partant, il va lui laisser tout ce qu'il a dans la poche, c'est-à-dire pas grand-chose. c'est-à-dire Et donc, deux hein, billets, une carte de visite d'un salon de massage et deux préservatifs qui va finalement reprendre. oui, c'est ça, genre il y a un billet, mais genre qui vaut rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc après, ouais, scène suivante, on a les obsèques du coup de l'ancien chef du gang de Thaï, notre héros. Donc ça c'est l'image d'après. Alors, ce qu'on peut voir déjà, Euh, c'est que c'est un plan. Moi, ce plan-là, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé. On se croirait dans Yakuza, le jeu vidéo, tu sais. C'est vraiment les plans ah, mais avec les persos qui arrivent. Et d'ailleurs, de manière générale, je pense que l'humour du film et les représentations, en tout cas des gangs dans le film, sont très influencés par un humour manga et en tout cas par la représentation qui est faite dans les comédies de Yakuza, par exemple. oui, tout, on est sur du coup les obsèques de l'ancien chef. Et donc on a tous les chefs locaux. Donc j'imagine de Taïwan. Je sais pas comment ça marche Taïwan. Mais voilà. Non, Tous les c'est chefs vrai que locaux. on n'a pas fait d'études sur le terrain sur C'est le ça. milieu criminel taïwanais. C'est vrai qu'on n'est pas très au fait de ce qui se passe là-bas. Ça, c'est réel. Mais du coup, voilà, tous les chefs se réunissent pour les obsèques et il va être décidé que Thaï, du coup, prendrait la tête de la famille que dirigeait son chef, en gros. Et un des premiers trucs que va faire Thaï, c'est retourner chez la coiffeuse pour se faire coiffer. D'une part, bon, tu comprends que, bah, certes, c'est pour se remercier. Ils arrivent avec plein de, voilà, une grosse corbeille de fruits, des fleurs et tout. Et donc, d'une part, bah, c'est pour remercier. D'autre part, c'est pour se coiffer. Et tu comprends que, bon, la coiffeuse, elle est quand même jolie. Elle lui a tapé dans l'œil. Et mais bon, ce faisant, ils vont quand même faire fuir tous les clients. Mais il va avoir sa coupe. Et j'espère que tu as pris l'image de la première coupe. Ah, je sais pas Dis-moi si que tu j'ai as pris pris. l'image de Oui, oui, j'ai pris l'image de la première coupe, je crois. Parce qu'elle est incroyable. Avant de le dire, Oh, déjà, c'est que ouh, elle, normalement, elle est que shampouineuse dans le salon de coiffure. Normalement, elle n'a oui, pas le il droit de faire les l'exige, coiffures. c'est ça. Voilà, et lui, il Il exige exige que ce soit qu'elle elle passe qui coiffe. coiffeuse et qu'il se fasse coiffer pareil, parce qu'il y a des grades hein, dans les salons de coiffure. Alors ça, Oui. autant le milieu criminel à Taïwan, je connais pas, autant les salons de coiffure, ça va, je maîtrise un peu le dossier. Donc il y a le niveau 1, c'est tu balayes, c'est stagiaire. Le niveau 2, c'est shampouineuse. Le niveau 3, c'est tu fais les coupes. Et après, il y a sans doute des niveaux 4 et 5, mais après, je ne vais pas dans des salons de coiffure haut de gamme. Je Et dirais donc, que le niveau au-dessus, c'est que le salon, il est à toi. oui, voilà, je pense que c'est ça, ouais. Et donc, déjà, là, elle commence à le coiffer. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que il dit on dirait Jetsu. Alors, je sais pas si vous voyez qui c'est Jetsu. Déjà, ce qui est Ah, marrant, c'est que moi, ce que j'aime bien dans les comédies étrangères de manière générale, c'est qu'on a toujours des références locales et c'est assez marrant. Et Jetsu, je me suis dit, mais si, je connais ce nom. Et en fait, c'est le mec qui jouait le rôle de Bruce Lee, mais dans le film Green Hornet de Michel Gondry, avec Seth Rogen. mmh. Voilà, autant dire Oui. que j'avais oublié hein, qui c'était. Il est dans Shaolin Et dans Basket. Shaolin Basket, est-ce que c'est pas un grand acteur? Forcément. Vous connaissez Shaolin Soccer, mais est-ce que vous connaissez Shaolin Basket? Peut-être pas. Ah, il doit faire une voix dans Kung Fu Panda 3 aussi. Ah bah voilà, tu vois, donc, quand je vous dis c'est une vraie star, Jitsu. Ouais. Non mais à Bon, après, je Taïwan vois c'est la qu'il a joué dans superstar quoi. beaucoup de trucs, Hmm. beaucoup de trucs chinois. Il a dû être dans des dramas, des trucs. Hmm, hmm. Il a une bonne tête, j'ai Mais chaud quand même. je Il a une crois que bonne tête. c'est une sorte d'idol à la base, hein. C'est un chanteur, Euh, un peu un chanteur de charme. Et donc il va se retrouver avec voilà cette coupe que Mireille Mathieu n'aurait pas reniée, hein, ma foi. Je pense la coupe champignon signature 1953, je pense. J'étais plié en deux quand j'ai vu ça. C'était très drôle. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que
Donc dans les comédies, il y a quand même... Alors déjà, c'est un film qui va beaucoup jouer sur les gags visuels. Il y a quelques gags culturels, mais il y a quand même beaucoup de gags visuels. Ce qui fait que c'est très accessible à un public international. Et donc les gags visuels, ça va beaucoup marcher aussi sur des effets de montage. Et en fait, les cuts dans le film vont vraiment très très bien marcher, surtout, et même dans la photo. C'est-à-dire que là, on voit bien que le résultat, on n'est pas très très bien sûr que ça va lui plaire. Et dans le fond, en flou, on la voit vraiment essayer de lui montrer à quoi ça ressemble de derrière. Mais c'est vraiment, limite, elle s'est mise loin pour pas se faire taper, tu vois. Non mais en plus c'est ça, et il a encore rien dit, et elle est là, je t'avais dit de me dire d'arrêter, j'ai dit que je coupais à vue, je savais pas ce que je faisais. Voilà, c'est ça. Alors, sachant que la couple est très réussie, si c'était une grand-mère de taïwanaise, je pense qu'elle aurait été non, très heureuse. la coupe à Mireille, mais réussit parfaitement. Voilà, réussi parfaitement. Et donc lui est quand même un peu circonspect, on va dire. Mais toutefois, comme son petit cœur bat, il va dire merci, c'est très très bien, je suis très très content. Et il va commencer à envoyer les gens de son gang se faire coiffer dans le salon de coiffure. Oui, qui fait que tous les membres de son gang vont avoir des coupes très sympas. Voilà. Alors déjà, lui va revenir et va avoir une vraie coupe de BG. Vraiment cette coupe-là incroyable. J'hésite à aller la demander. Hein. Alors, voilà, hein, dites en commentaire. Franchement. Non, franchement, il y a un truc. Hein. Franchement, avec la incroyable. petite flèche devant là. Franchement, je veux ressembler à ça. Mon rêve est de... Après, bon, c'est la K-pop qui m'a matrixé, hein, ça c'est le problème, c'est que moi, dès que je vois des couleurs, maintenant je me dis c'est pour moi, quoi. Et donc voilà, effectivement, il envoie, et donc elle va pouvoir... Alors ce qui est bien, c'est que comme elle est coiffeuse débutante, elle va vraiment pouvoir s'exercer à faire tout type de coiffure avec plus ou moins de bonheur. Toutes ces coupes sont plus ou moins moches, de manière esthétique, sur des critères purement... je mettrais pas ça. C'est ça. Mais par contre, elles sont toutes très bien réalisées. Hein. Voilà, ouais, vraiment, c'est... Mais non, mais en réalité, si tu es dans un boys band de mandopop taïwanais de 1995, je pense que tu as vraiment le style qu'il faut, quoi. Oui, sauf que là, c'est des mafieux, quoi. C'est ça. Donc ils sont tout et de suite beaucoup moins... Il y a une scène qui est très drôle, où à un moment, c'est en mode, ils font les petites racailles qui vont aller emmerder des gens dans la rue. Et ils tombent sur deux jeunes et genre au lieu de les emmerder en mode finis-nous tes thunes ou je sais pas quoi, ils les entourent, ils font mais c'est quoi ta coupe, faut s'occuper un peu de tes cheveux là, ça va pas. Très, très amusant aussi. Alors du coup, comme le salon de coiffure marche bien et que la patronne commence à encaisser, elle va avoir du même matériel. Et voilà, j'ai juste mis ça parce que ça m'a amusé. Voilà, vous avez des ciseaux made in Taiwan, parce que apparemment made in Taiwan, quand on est à Taïwan, c'est un gage de qualité. Oui. Alors que chez nous c'est l'inverse. Je trouve ça amusant. C'est très drôle parce que c'est vraiment voilà, elle est confirmée, elle a le droit d'avoir ses armes comme la chevalière qu'elle est. Exactement ça. Mais alors là, un problème va survenir, c'est que cette petite idylle naissante va se trouver contrariée, puisqu'à un moment elle dit désolé, je ne peux pas venir parce que je vais voir mon copain ce soir. Et alors là, c'est le drame. Et c'est même tellement le drame qu'il fait carrément une erreur Windows. C'est-à-dire vraiment on entend le son de l'erreur Windows. Et donc quand je dis il y a des gags visuels, voilà, il y a un son d'erreur Windows avec cette espèce de... Donc ça aurait été un défilement de vos fenêtres sur Windows. Et le plan d'après, en fait, il est revenu à son gang, mais il a toujours les cheveux shampouinés, quoi, parce que vraiment il est traumatisé. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette image qu'il a un sourcil qui a été dessiné au crayon, parce qu'elle lui a arraché un sourcil. Il y a plein de blagues comme ça, donc c'était hilarant. Le film était vraiment... Et d'ailleurs, dans les gags visuels, tout n'est pas extrêmement surligné, il y a des effets qui sont très saisissants comme ça, mais effectivement le gag du sourcil, tu peux carrément passer à côté si tu fais pas attention. Et en fait, dans chaque plan, il y a vraiment énormément d'idées comme ça. Donc il revient avec son gang, et alors parallèlement à ces histoires de romantiques, quand même il essaie de gérer son gang tant bien que mal. Et il y a une scène dans le film, alors on parlait dans le segment précédent sur Silent Night de salade de doigts, on vous demandait si vous aviez la référence d'ailleurs. Et alors là, effectivement, comme on est chez les triades, si vous avez vu des films de Yakuza, c'est le même principe, ou même des films, si vous avez vu Silent Night, c'est le même principe. C'est on coupe les doigts pour envoyer des messages, ou pour punir les gens, ou pour montrer sa loyauté. Et donc là, je te laisse raconter la scène du film qui nous a bien plu, et où vraiment on s'est dit, le film n'a pas beaucoup de limites, et vraiment il va aller assez loin, quoi. Oui, bah si à ce moment-là du film, si on avait encore des doutes, voilà, si des limites qui se posent, là ils les font péter. Si on se dit ça va être une comédie romantique mignonne, peut-être pas. Et c'est dans un parloir de shoji. Donc c'est le shoji, je sais pas si vous voyez, c'est les dominos chinois, c'est des dominos chinois qui ressemblent au poker.
Et comme le poker, tu te constitues une main. Et à la fin, en fonction de ton résultat, les gens te doivent de l'argent. Ça se joue à 4. Et donc, il y a un système de points. Et en fonction de ton résultat, ça vaut plus ou moins de points, donc plus ou moins de thunes. Il s'avère qu'il y a des gens qui ont triché. Et donc, là, il est décidé, bien entendu, de décider quelle sera leur punition. Et sachant que déjà, dans la scène des obsèques, on a vu que quelqu'un était arrivé avec un bocal rempli de doigts coupés dans du formol. Et si on se demandait d'où venaient les doigts, là on va le savoir, parce que notre héros qui se réveille après son bug Windows, il se retrouve en plein milieu de la scène. Oui, chef, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Combien de doigts tu veux en gros? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend 3D, il jette 3D, et ça fait un triple 6. 18 doigts. Et donc, du coup, on va avoir une scène où ils vont couper 18 doigts. Et vraiment, la scène est vraiment. Alors, c'est marrant parce que moi, en plus, la scène n'est pas très gore en soi. C'est plus la manière dont elle est agencée, en fait. C'est-à-dire que Oui. un film normal aurait peut-être. On aurait montré les réactions des personnages, on aurait fait un truc un peu. Là, juste, il s'énerve dessus, et vraiment, la caméra ne fait que trembler, il y a du sang qui gicle partout. Mais alors, tous les personnages autour sont à peine choqués par ce qui se passe, quoi. C'est vraiment. Et en fait, il y a des layers dans cette scène-là où la vanne en fait s'enrichit. C'est-à-dire, c'est juste ils vont devoir couper 18 doigts, donc ça va être long, donc ça va être pénible. Et en fait, ils arrivent à rajouter au fil de la scène plein de trucs qui font que vraiment c'est vraiment très drôle et on rit bien, quoi. Et sans que ce soit spécialement gore, hein. Ça reste malgré tout tout public, mais c'est quand même un peu abusif. Mm. Nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Bon, je sais pas si la coupe palmier est très réussie, hein, vraiment. Bon, après, je trouve que ça lui va en soi. De toute façon, en soi, tout lui va, lui. C'est ça qui est. Oui. D'ailleurs, je me demande si il n'a pas été un peu choisi pour ça. C'est que vraiment, niveau cheveux, toutes les coupes lui vont à peu près, quoi. Et donc là, ils ont été appelés. Parce que bon, il y a une petite scène que tu as ratée, où en gros, ils vont croiser Fen et son copain. Et du coup, vu qu'ils tiennent beaucoup à Fen, ils tiennent de facto beaucoup aux copains également, parce qu'ils veulent le bonheur de Fen. Quand je dis ils, je veux dire le gang de manière collective. À ce moment-là, voilà, c'est bon, Fen elle est adoptée, Ouais, c'est fini, elle est dans le gang. Elle le sait pas, mais elle est dedans, hein. Et donc du coup, il y a un des membres du gang qui a donné sa carte au copain de Fen en disant, écoute, si jamais t'as une emmerde de type avec des gangs, tu nous appelles. Il s'avère que le copain a une emmerde, et si vous posez la question, non, ce n'est pas le métro. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est? Comment expliquer ça? Alors, comme vous pouvez le voir sur les affiches sur le côté, n'est-ce pas? Il y a des personnages de type animation japonaise qu'on appelle des lolis, n'est-ce pas? Et donc ceci est plutôt un décor, d'une certaine manière, Oui. de Love Hotel, quoi. On pourrait dire ça comme ça, un peu. Et le copain de Fen n'est pas policier. Oui, voilà. Il faisait un contrôle de police en jeu de rôle. Voilà, on va dire ça Oui, comme ça. voilà. Et c'est là on va arriver Euh, sur le deuxième sujet du film, c'est-à-dire je le disais dès le début, c'est-à-dire que c'est quand même une comédie qui est très portée sur les blagues de cul, quoi. Ça veut dire ça va Oui. beaucoup tourner autour de ça. Et donc voilà, il s'avère que voilà, le copain de Fen a baisé la mauvaise meuf. Voilà, désolé de le dire crûment. Le film est encore plus cru que moi, hein, je vous- Oui, 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 oui. Alors le film est un monument de vulgarité, c'est extrêmement vulgaire. On voit que le film a été écrit par un homme. Oui. Voilà, on peut dire ça comme ça. Même si je connais des comédies sur le thème du sexe qui ont été écrites par des femmes et qui sont très trash et que ce n'est pas l'apanage, mais là il y a un male gaze qui est affirmé. Voilà. Oui. Et bien là. Mais en même temps, voilà, ce point de vue-là et cette vulgarité-là, c'est ce qui fait. Alors, c'est ce qui fait que vous allez aimer ou détester déjà, probablement. Et c'est ce qui fait que ça sort du lot de la comédie romantique un peu niaise et classique. Le film a beau être vulgaire verbalement, il n'est pas vulgaire visuellement. Il n'y a pas de gros plans sur des culs, sur des seins, il n'y a pas de nudité affichée. C'est pas dans du le tout un film. film érotique. C'est-à-dire C'est c'est une ça. comédie sur le sujet du sexe, mais il n'y a pas d'érotisme dans le film. Je crois que C'est j'ai mis ça. la scène Mais la du plus coup, érotique après. J'ai pris. Visuellement, American Pie est beaucoup plus vulgaire Oui, dans l'esprit. Et donc voilà, donc le copain de Fen a fait des galipettes avec la mauvaise fille. Et il s'avère que c'était une arnaque de mafieux. Et donc en gros, la manière dont ça se passe, c'est ils hésitent entre eux, est-ce qu'ils aident ou pas le copain. Et finalement, non, on tabasse le copain, tu casses avec Fen parce que t'es une grosse merde.
Et du coup, ça laisse le champ libre à Tai, notre héros, pour s'inviter chez les parents de Fen, chez la famille de Fen. Il est allé demander la permission à la famille de sortir avec Fen. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a... Alors, c'est vrai que la famille de Fen, en tout cas, Fen est présentée par Tai comme étant assez traditionnaliste, alors que je pense qu'en réalité, elle l'est pas du tout. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, c'est une princesse, il a envie de la traiter comme une princesse, et du coup, il pense qu'elle a vraiment des vues très 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 classiques et très très même limite un peu rétrograde, alors qu'en fait elle pas tellement quoi. C'est juste lui qui s'est un peu fait ce film-là dans sa tête-là, et donc il décide tel un homme galant de venir dire oui je veux sortir avec votre fille, mais peut-être même un peu plus quoi. C'est-à-dire il va demander l'autorisation d'aller un petit peu plus loin. Et aussi moi il y a un truc qui me plaît à ce moment-là du film, c'est que la famille de Fen on n'en a pas du tout entendu parler. En fait, on a 3 gueules comme ça qui débarquent. Je sais pas si je les ai mis après dans les images, mais on a la mère, le père et le fils, parce qu'elle a un frère. Et en fait, c'est la famille, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. C'est ça qui est amusant. Et ils sont assez hauts en couleur. Et en fait, tu sens que bon, la fille, limite, c'est un peu elle qui tient la baraque. C'est peut-être pas elle qui est un petit peu la plus sérieuse dans le lot, quoi. Ah oui, il y a ce côté-là. Et il y a le côté aussi où toute la famille, ils sentent bien que ce nouveau type qui arrive, c'est pas n'importe qui non plus. Ouais. Enfin, pas n'importe qui, dans le sens, pas forcément quelqu'un d'important, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait pas forcément une activité normale. Et donc, en gros, bon, ils vont réussir à lui faire avouer que c'est un gangster. Lui, il dit un frère. Mais bon, voilà, c'est un gangster. Il y a ce passage qui est très drôle, je trouve, où t'as au début, genre, le père, il demande ses intentions à l'autre. Le mec, il s'explique. Le père, il fait, bon, tiens, je te donne du poulet. Derrière, il apprend que c'est un gangster. Le père, il reprend le poulet. Voilà, donc encore derrière, un gag très visuel, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Puis en plus, derrière, quand on dit il reprend le poulet, c'est-à-dire vraiment, il y a son bras qui apparaît Donc je vais essayer de le faire dans le plan. Donc il y a son bras qui apparaît comme ça. Et la cuisse de poulet, elle est comme ça, quoi. Et il l'attrape avec ses baguettes. Et on voit la baguette très lentement avec la cuisse de poulet en train de se barrer. Et on fait en fait non, quoi. Et vraiment, ça, c'est l'humour du film. Et en plus, en termes de rythme, des gags comme ça, c'est tout le temps, quoi. C'est vraiment, ça n'arrête pas, quoi. Ouais. On est toujours soit dans un lieu complètement décalé, soit il se passe un truc dans le plan qui est complètement inattendu. Et donc, voilà. Ce qui fait que le film est... Et puis même au sein de cette scène, je trouve que c'est une trop bonne idée, ne serait-ce que pour montrer l'avis général de la famille sur ce type. Et l'avis général de la famille sur ce type, c'est au final, quand Tai il tente une petite blague à un moment, t'as le père qui lui demande, ou je sais plus quel moment, non, c'est le petit frère qui lui demande, est-ce que t'as déjà tué quelqu'un? Et Tai dit en rigolant, pas cette semaine. Ce qui fait rire tout le monde, mais surtout Tai, les autres c'est plutôt forcé. Et t'as le père qui redonne le poulet pour la dernière fois. Ouais, parce que le poulet fait des allers-retours pour savoir s'il va être accepté dans la famille. Ça, et du coup, il est accepté, mais à contre-cœur. Hein. Il est accepté parce que voilà, ils sentent que ça pue sinon. Donc là, Tai va dire à Fen, tu sais, je suis un mauvais garçon. J'ai couché avec plein de filles, je ne les ai pas respectées, mais avec toi, je veux que ce soit différent. Et dans un élan de romantisme, il dit, je veux que ce soit fougueux et torride. Et pareil, scène qui est très drôle. Alors déjà, on peut remarquer quand même que le personnage principal de Tai, c'est un gangster et tout. Jusqu'à maintenant, il a été très correct. Oui, c'est un gangster bien élevé, c'est ça qui est très étonnant. Non, mais ça, il est toujours bien. Et même avec il explique au début avec la famille ses règles en tant que gangster. Et dedans, il dit une de ses premières règles, c'est jamais violer. Non, puis en plus, alors, c'est ça qui est intéressant dans le personnage. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'en fait, lui, en fait, il croit. Pour lui, il vient des bas-fonds, quoi. C'est un type qui a sans doute été recueilli par ces types-là et qui est un voyou. Et il a une espèce de complexe à être avec elle, et donc il essaie de bien se comporter de la même manière que, en fait, dans une comédie romantique classique, on aurait peut-être un personnage un peu prolo et une fille un peu bourgeoise. Sauf qu'en fait, là, c'est décalé d'un cran vers le bas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient d'une famille de prolo, quoi. Elle veut pas du tout d'une famille guindée ou quoi que ce soit. Et lui, en fait, remonte un cran presque un peu trop au-dessus, ce qui crée un décalage. T'as l'impression qu'il est en train de draguer, effectivement, une fille de bonne famille. Et ce qui crée un décalage parce qu'il est toujours un petit peu... il est à la fois à contretemps de comment il devrait s'exprimer avec la famille normalement, et en plus il est complètement à contretemps de lui en tant que gangster, sa vraie nature, quoi. C'est du fait qu'il se force, il est au-dessus d'elle, quoi.
Et du coup, bah, cette scène qui va se terminer sur une conclusion extrêmement drôle qui va amener avec une scène encore plus hilarante, trigger warning cependant, où en fait, bah, il va dire à Fen que lui, il aimerait attendre 2-3 jours, en gros, avant de baiser. Et Fen, elle s'énerve en mode, mais pour qui tu me prends? Elle le plaque. Et il rentre chez elle. Et du coup, lui, il retourne, il retourne taper à la famille. Alors, au début, il rencontre. Comment? Il y a le père qui l'accueille à la porte, qui refuse de le laisser entrer. Et en fait, c'est vraiment, il va devoir. C'est pour aller franchir les baiser étapes. Fen, c'est vraiment ça. Pour Comme aller s'il y avait baiser des Fen, gardiens, quoi. il va devoir passer 3 cerbères, C'est ça. qui sont les 3 membres de la famille. En sachant qu'avec la mère, moi, c'est un truc que j'ai pas tout de suite compris, ça m'a fait beaucoup rire aussi. C'est qu'en fait, la mère le regarde, elle parle pas, mais il y a des dialogues. Et on fait, bah attends, en fait, c'est comme s'il parlait par télépathie, quoi. Et donc là, il lui explique ce qui va se passer. Et la mère lui donne un mode d'emploi, lui dit, alors ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'où l'image que j'ai mis où il dit, tu seras ferme, mais doux. D'accord? Pareil, la manière dont c'est amené, c'est très drôle, parce qu'en gros, il s'avance et tout, et en gros, t'as la mère qui le retient en lui chopant les couilles. Et du coup, lui, c'est pour ça qu'il commence à faire et t'as la mère qui répond Et c'est assez drôle. Et en plus, c'est la famille. Après, donc, quand ils vont se retrouver tous les deux seuls dans la chambre, la famille va rester à côté de la télé, monter le son de la télé et se boucher les oreilles pour respecter l'intimité de leur fille. Donc, on voit clairement qu'on n'est pas. On n'est pas chez les princesses, quoi. Enfin, on n'est pas dans des codes bourgeois du tout. C'est clair pour tout. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Et en fait, il y a une manière, ça c'est un truc qui est très plaisant dans le film, c'est qu'en fait, ça parle de sexe de manière très décomplexée, en fait. C'est-à-dire que c'est limite comme ça que les gens devraient en parler normalement. Parce que du coup, c'est pas cringe, en fait. C'est, oui, bon, bah, il va coucher avec elle, c'est bon, passons à autre chose, quoi. Après, forcément, ça crée un petit malaise, un petit décalage qui fait que le film est très drôle. Mais en soi, dans le corps du film, et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui fait que je trouve le film vraiment romantique, en fait, en réalité. C'est que en fait, ça passe que par des choses très normales et des maladresses, en fait. C'est très romantique par les maladresses que les personnages vont avoir quand ils vont être beaucoup trop directs, quoi. Et d'ailleurs, très direct, il va l'être juste après, parce que bon, après avoir passé le Les frère. Cerbères. Le frère, ça va, le frère, il est très cool. Le frère, il le désinfecte avec un pchit. Ouais, Et il lui donne une gomme à mâcher pour qu'il pue pas de la gueule. très sympa le frère, Ouais. franchement. Bon. Lui, il va rencontrer, bah, du coup, il va retrouver Fen. Et Fen qui va le repousser pour mettre les choses au clair. Notamment pour savoir à quel point il est sérieux vis-à-vis de cette relation. Et tu disais, voilà, les personnages sont très francs par rapport au sexe et tout. Il va être d'une franchise absolument incroyable où il va lui dire, alors de la manière, c'est extrêmement romantique, mais c'est extrêmement cru à la fois. C'est ça. Où en gros, il va lui dire, alors grosso modo, c'est malgré tout ce que j'ai pu faire avant, tu es désormais la seule qui compte à mes yeux. La manière dont il le dit, c'est, écoute, j'ai pu faire malgré les nombreux meufs que je me suis tringlé, le nombre de fois que je me suis fait sucer, les gangbang auxquels j'ai participé. Ah oui, c'est vrai. maintenant, Il fait tout l'étalage de toutes les pratiques qu'il a faites. C'est très très drôle parce que ça va de plus en plus loin. Et forcément, il a tout fait, même le pire, quoi. Et vraiment, son truc, ouais, c'est dire, bah, ma bite t'appartient. Donc voilà. Et lui dit comme Voilà. ça, donc avec ces mots-là. Et effectivement, ce qu'aurait été une phrase d'élan romantique, dans l'amour courtois, ça aurait été ma dulcinée, mon cœur vous appartient. Bon, bah, il a essayé de faire ça, quoi, on va dire ça. Avec Ouais. son très joli caleçon. Mais oui, j'avais pas remarqué, mais Botticelli. il a la Vénus sur le cul. Ouais, mais je me suis dit. En fait, c'est ça dans le film, c'est qu'à chaque fois, même il retire son pantalon, bah, il a un boxeur ridicule, quoi. D'ailleurs, il y aura une scène assez similaire par la suite que j'ai trouvé aussi vraiment drôle, Oui. où elle essaie de lui mettre un coup de pression en lui disant ah oui, et finalement, si on te collait un flingue sur la tempe, est-ce que tu coucherais avec une autre, comme vous voyez écrit là. Et lui, il dit non, car tu es la plus importante pour moi. Et je n'irai jamais faire ça. Et là, elle s'énerve, elle fait si, tu dois survivre, parce que si c'est ce que tu dois faire pour survivre, je préfère que tu vives. Et donc c'est marrant parce qu'à chaque fois, il essaie vraiment d'être mignon et gentil et de dire le truc approprié. Et à chaque fois, ça lui va pas parce que Bah oui, à chaque fois, il tombe à côté, quoi. à chaque fois, il tombe à côté. C'est ça qui est trop drôle. Et c'est ce qui fait son charme aussi. Elle lui dit tu Et, dois le faire. Et ce qui fait aussi que je trouve que la Fen aussi, le personnage est assez intéressant. Bah, notamment, les deux marchent très bien ensemble. Et aussi parce que la Fen est complètement exubérante. Et surtout, elle est.
Bon, il y a des passages où j'ai un peu, des fois, il m'a un peu donné l'impression de passer son temps à se plaindre. Mais à chaque fois, c'est toujours de choses qui sont plutôt marrantes, je trouve. Surtout la manière dont c'est fait, la manière dont ça joue entre les deux. Mais puis surtout, ça lui donne du caractère au personnage et voilà, c'est un vrai personnage pour le coup. Comme Tai d'ailleurs, mais Tai va mettre plus de temps à se révéler que Fen. Comme dans toute comédie romantique, alors là pour le coup, si je devais dire que le film a un petit défaut, c'est qu'en fait il part sur une base de comédie romantique, mais on sent que le ton est toujours systématiquement décalé. Et donc en fait ça fait toujours un petit peu parodie en même temps qu'être une comédie romantique, c'est à la fois aussi une petite parodie. Ça c'est toujours le truc que je dis à chaque critique, mais c'est souvent ça, côté un petit peu postmoderne au film. Par contre c'est vraiment la même structure que dans une comédie romantique, c'est-à-dire il y a la rencontre, ils ne sont pas du tout faits pour s'aimer, ils finissent par se rapprocher. Finalement, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Puis un obstacle se dresse devant eux et ça crée une séparation. Et à la fin, vont-ils ou ne vont-ils pas se retrouver? Parce que c'est ça dans la comédie romantique. Et là, l'obstacle, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours quand même un petit décalage. Alors j'aurais aimé que ça parte dans des directions encore plus aventureuses. Mais finalement, l'obstacle qu'il va y avoir et qui va faire qu'ils vont se séparer, c'est qu'en fait, elle va apprendre que peut-être potentiellement le gang a truqué des matchs de baseball et alors elle est passionnée de baseball. Alors là, c'est comme si son monde s'effondrait et elle ne le tolère pas. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils lui font une surprise pour son anniversaire. Ah oui, c'est oui, où il n'y a pas n'importe quel joueur de baseball qui est là. Il y a son idole, le mec qui était en poster dans la boutique, qu'elle retrouve complètement torché, bras dessous avec son mec. C'est ça. Et ouais, le premier truc qu'elle se dit, c'est que est-ce qu'il se truque les matchs? Est-ce que mon idole se fait payer par la pègre? Et donc du coup, voilà, séparation. Elle va rentrer dans un salon de coiffure haut de gamme et tourner la page de cette ancienne vie. Mais voilà. Déjà, ah oui, d'ailleurs, petit truc. Quand ils se séparent là, il pleut. Quand ils se retrouvent au début, il pleut. Voilà, un des trucs de comédie romantique, les passages importants de la vie du couple, il pleut. Oui, c'est très important. Et donc voilà, et pendant qu'elle est en train de travailler, il y a le fameux, son idole, du coup, le joueur de baseball, qui vient pour lui parler et avoir une explication avec elle, et notamment pour tenter de rattraper le coup pour son meilleur poteau Tai, parce qu'on apprend que c'est son meilleur poteau. En gros, l'histoire, c'est que Tai, à la base, ce n'est pas un gangster, à la base c'est un joueur de baseball. Ah oui. C'est même un passionné de baseball, tellement passionné qu'il a redoublé sa terminale dans l'espoir de faire gagner son équipe du lycée pour la finale du tournoi de baseball local. Il y a même des petits flashbacks à cette occasion qui montrent ça. C'est ça. Il s'avère qu'un des membres de leur groupe, qui s'avérera être le joueur de baseball professionnel, a eu des ennuis avec la pègre, et Tai a décidé de s'interposer avec une batte de baseball et a tabassé 4 gars, en gros, avant que l'équipe intervienne pour venir l'aider. Ce qui a causé son renvoi du lycée, ce qui fait qu'il n'a pas pu terminer ses études, ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans la pègre. Voilà. Mais voilà, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup Tai, ce qui l'a attiré chez Fen aussi, c'est peut-être sa passion commune du baseball, ce qui lui permet de retrouver celui qu'il était avant de tomber dans la pègre. Ce qui explique aussi pourquoi Tai, il a l'air plutôt bien élevé, c'est un mec qui a l'air d'être sympa et tout. En fait, il retrouve la personne qu'il était à la base. D'autant plus qu'il a la liberté d'être chef, donc il peut se le permettre. Exactement. Donc ça c'est Kaiko, hein, c'est le bras droit de Kai, on peut dire. Donc il se retrouve dans les bains publics avec son bras droit qui est donc joué par Kaiko, dont je parlais tout à l'heure. Et donc Kai est là. Et, donc là c'est la scène de Yakuza, on va se dire, un petit peu badass, mais on sent que Kai à ce moment-là a vraiment... Tai à ce moment-là a besoin de dire à son bras droit quelque chose d'important et va lui faire cette tête-là. Et on sent que ça va être un moment de révélation et de tendresse, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Donc un moment qu'on va croire de tendresse, mais qui en fait va retomber encore une fois sur un gag totalement potache. Sachant qu'à ce moment-là du film, là on arrive à la fin du film, ouais. Il a déjà été très explicite que Tai et les membres de son gang
c'est une famille. Hein. Frère, c'est pas qu'une appellation, c'est-à-dire c'est vraiment des potes. Ils savent Ouais, ils vivent ensemble, voilà. Oui. Il y a etc. vraiment un esprit de cohésion dans leur groupe. Et Donc donc voilà, là, ça c'est le méchant thaïlandais du début, voilà, qui a tenu son mugshot. avec son mugshot qu'ils avaient fait à la main, et il a l'air. Alors, ce qui est marrant, c'est que. Alors, déjà, il y a plusieurs trucs marrants. Il s'est reconnu. C'est que les mugshots, déjà, on les avait vus quand ils étaient en train d'être faits au début du film. Et on se disait, bon, c'est quand même des mugshots d'enfants de 10 ans. Donc, déjà, ça, c'est drôle en soi. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ça lui ressemble vraiment. Donc, du coup, il arrive vraiment à se reconnaître. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il les a trouvés. Il a dit, mais comment ça, tu mets ma tête à prix, etc. Donc, va s'en suivre une baston. Et alors là, on bascule complètement. On était dans la comédie romantique. Et là, on est revenu dans le film de gangster, voir le thriller à la sud-coréenne directement. Et ça va se taper dessus joyeusement avec des plans débulés. Oui, baston, joyeuse baston d'ailleurs, où ça se tape beaucoup, bonne Corée. Mais on est dans quelque chose de, comme tu dis, voilà, de gangster, donc c'est pas drôle. On n'est pas pour rigoler. Après, la violence, c'est pas non plus, c'est pas insoutenable à regarder. Ça saigne, mais on est dans les canons classiques du film d'action aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas choquant ce qui se passe, etc. Mais c'est pas drôle, voilà. Et en fait, pour moi aussi, ça c'est un des bons points du film, c'est-à-dire que généralement, quand on nous fait même une parodie de film de gangsters de manière générale, ou qu'on va mettre des gangsters dans un truc, on se retrouve toujours avec des faux gangsters en fait. On se rend compte qu'en réalité, c'est des gentils. En réalité, finalement, au début, on nous a dit qu'ils étaient méchants, puis en fait, finalement, ils sont devenus gentils, ou ils sont pas si méchants qu'on ne le croit. Et en fait, ce monde des gangsters dans Miss Shampoo, bah, c'est un vrai monde de gangsters où les gens, bah, ils sont, certes, ils peuvent être gentils par moment, ils peuvent être sympas et avoir des bons côtés, mais ça reste des vrais gangsters qui se tapent dessus et qui font des crimes, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout de l'apparat, c'est ça que je veux dire. Et en fait, ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on va chercher du coup des personnages qui sont bah, ambigus en fait, qui ont cette espèce de double facette. Et ce qui fait que le film va avoir aussi cette double facette et va passer d'un côté très light de l'histoire d'amour, très légère, très mignonne, et la faire cohabiter avec un quotidien de vie de gangster normal, avec des règlements de compte ultra violents. Et c'est une rupture de ton, mais en fait, dans la continuité du film, c'est pas du tout choquant, en fait, parce que c'est la logique du personnage, quoi. Dans la réalité, c'est comme ça que ça se passerait à peu près, quoi. Et puis même là, on peut le voir avec une batte de baseball que lui a lancé son ami qui gît au sol, qui est pas encore mort, hein, mais voilà. Qui mourra pas d'ailleurs, voilà, et comme moi quand j'ai vu ça, en plus il lui lance la batte au ralenti et tout, je me dis il va retrouver son maître du shonen, il va retrouver son swing, son baseball intérieur ou je sais pas quoi, et en fait non, c'est plutôt rigolo. Défoncer un peu quand même. Comment? Il va un peu se faire défoncer quand même. Bah c'est ça, et en fait il se fait quand même défoncer, la batte de baseball lui permet de tabasser un mec, mais ça va pas plus loin. Bah il reste quand même à 1 contre 4, donc c'est un peu chaud pour lui, quoi. C'est ça, et mais il va quand même finir par être sauvé grâce à une montre connectée. Et oui, la montre qu'on avait vue précédemment, je l'ai remis, il était en train de paramétrer sa montre. Et donc, en fait, cette montre-là, on va apprendre qu'elle permet d'envoyer des messages aux autres membres du gang qui vont pouvoir, et donc la cavalerie va arriver. Donc en fait, il va avoir retenu les méchants suffisamment longtemps pour être sauvé, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Il va pouvoir être sauvé, mais malheureusement, blessé. Mortellement blessé. Et oui. Il va demander à voir Fen une dernière fois au lieu d'aller à l'hôpital. Et le film va s'achever sur Fen toute seule dans qui va croire qu'il va arriver. Et peut-être qu'il est en train de le coiffer, mais non, elle est en train de coiffer une tête en pensant à lui. C'est ça. Et il y a un écran noir. Et j'ai bien fait d'attendre 30 secondes sur l'écran noir. Et en fait, après 30 secondes... il arrive dans le attends, je vais te le faire. Il arrive dans le salon de coiffure en glissant comme ça. Attends. Il arrive. Voilà, donc on croit que ça va être une fin ouverte, mais en fait, ça n'est pas une fin ouverte. Bah alors, pour faire un petit bilan, donc je pense que vous l'avez compris, on est quand même très enthousiaste vis-à-vis du film. Moi, sans que je trouve que ce soit la comédie de l'année, je trouve que tout ce que ça le fait bien. Déjà, c'est très généreux en termes de gags visuels, en termes d'énergie, en termes de rupture de ton, en termes de décalage. Ça va chercher des choses qu'on n'a pas forcément vues avant, même si en plus le thème du gangster au grand cœur, c'est des choses qu'on a déjà vues. Là, ça prend quand même un petit peu le petit contre-pied à chaque fois, donc il y a toujours des petites idées, etc. Après, peut-être... voilà, moi, comme j'ai dit, peut-être la limite que je trouvais dans le film, c'est que vraiment, à trop vouloir suivre le canevas de la comédie romantique,
bah, en fait, non, je vais même être plus général que ça. C'est-à-dire que dans les comédies romantiques, toute cette phase où il y a l'obstacle, en fait, et où ça retombe et ça redescend, bah, je crois que j'aime pas ça. Je crois que j'aime pas ça et j'aurais aimé que le film s'affranchisse de ça et, euh, et trouve une autre manière de raconter l'histoire, un autre schéma narratif. Après, je comprends bien qu'il ait voulu se caser sur les codes du genre et vouloir faire tout ça. Mais en fait, moi, dans les rom-coms, j'aime jamais le moment où ça casse, où il y a une espèce d'obstacle un peu fictif au grand amour et qu'après, finalement, ça se résout. Et, euh, et là, le fait qu'il y ait eu ça, même si évidemment c'est traité au second degré, même si évidemment ça reste rigolo et que il y a toujours ce truc-là, le fait que ça passe par cette étape-là, en fait, euh, je trouve rend le film peut-être un petit peu plus générique, alors qu'il aurait pu, je sais pas, limite ça aurait pu être un élément exogène au couple qui aurait fait qu'il y aurait eu une séparation. En fait, je trouve que la vision de l'amour dans le film, même si ça a un ancrage plus réaliste et et les personnages vont se parler comme des êtres humains un peu plus normaux que dans une comédie romantique, ça laisse à penser que quand même l'amour c'est quelque chose qui à un moment se distend et doit se reformer et ça devient une espèce de lien éternel, etc. Qui ça pour moi ne me semble pas conforme à la réalité. C'est-à-dire que là on repart dans le monde des films, quoi. C'est comme ça que ça marche dans le monde des films. Oui, oui, tout à fait. Sachant que bon après l'histoire en vrai ça se passe sur un laps de temps assez court, hein. Ça Oui, doit oui. être 2-3 semaines à tout péter, donc ils sont encore dans la phase lune de miel du début de truc. Moi ça après ouais ça bon c'est pas le passage qui m'a le plus choqué. Après je trouve que dans le film il s'en tire plutôt bien. Ça permet aussi de revenir un peu sur le personnage de Tai et de nous le représenter. Euh, qui est plutôt bien, je trouve. Après c'est aussi Euh, peut-être quand même une manière de le moraliser, quoi, d'une certaine manière, et de dire ah oui mais lui c'est un mauvais, mais à la base, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose de bien, et donc il est tombé là-dedans un petit peu malgré lui. Et donc ça retire un petit peu de l'ambiguïté morale que j'aimais bien précédemment, tu vois, pour moi. hmm. Moi j'aurais bien aimé que ce soit un gangster parce qu'il trouvait ça cool d'être gangster, tu vois. Oui, 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 Mais c'est un détail, hein, oui, oui. ça ne me gâche pas du tout le plaisir que j'ai eu à voir le film. Mais non, voilà. Sinon, après, bah, qu'est-ce que je peux dire bah, sinon, c'était hilarant. Voilà, Voilà, regardez-le. c'est vraiment très drôle. Euh, En plus, c'est vraiment le film a eu vraiment zéro promo, on en a entendu parler nulle part. Donc ouais, nous, c'est plutôt un coup de cœur. Franchement, dans les films qu'on a vus jusqu'ici, c'est sans doute un des meilleurs qu'on ait chroniqué. Et, euh, et oui, clairement. ça mérite vraiment le coup d'œil. Surtout que les comédies parfois sont justement... C'est difficile de... Quand dans un pays il y a un humour un petit peu particulier, déjà, faut franchir ça et que ça traverse les frontières du pays. Mais en plus, quand c'est beaucoup de références culturelles, ou même, par exemple, je pense aux comédies françaises, exemplairement, on va avoir des jeux de mots, on va avoir de l'actualité, on va avoir ce genre d'humour. Là, comme on est sur vraiment des gags visuels qui rappellent les comédies d'action hongkongaises ou ce genre de trucs, typiquement les Shaolin Soccer ou les comédies qui sont arrivées jusqu'à nous, je trouve que cette comédie-là, elle est vraiment accessible, tout en gardant l'authenticité de vraiment ça se passe à Taïwan, c'est une comédie taïwanaise, et c'est pas forcément un truc qui est non plus spécialement pensé pour l'export, mais qui par la force de son visuel et de sa mise en scène et de la manière dont c'est fait, parle de sujets universels dans lesquels tout le monde peut se retrouver, parle de situations qui sont extrêmement normales, voire triviales, et donc ce qui fait que voilà, c'est accessible à tous et c'est intéressant pour tout le monde. Et c'est très difficile à faire ça en termes d'écriture, d'arriver à faire un Ah oui, truc oui. justement qui à la fois a un ancrage et une identité propre et en même temps arrive à s'adresser à tout le monde sans être aseptisé. Et, bah, c'est vachement bien. Après, effectivement, bon, ça plaira pas forcément à tout le monde non plus, parce que je pense, j'avais vu certaines critiques où les gens trouvaient bah, que c'était de l'humour, c'est de l'humour assez potache, donc c'est un type d'humour qu'on peut ne pas aimer. L'humour, voilà, c'est comme ça. Il y a des humours auxquels on est sensible et d'autres auxquels on n'est pas sensible. Euh, Là, Mais, c'est quand même potache. mais après, c'est vrai que l'humour potache a aussi ce truc de pouvoir passer partout. Oui, voilà, ouais. Euh, Bah, forcément, il y a une espèce de simplicité qui fait que que ça marche tout de suite. Et après, ça reste vulgaire, mais je saurais pas comment dire ça, mais ça reste une vulgarité bien élevée, tu vois. C'est un film que tu pourrais oui, regarder en famille, sans gêne, si tes parents regardaient en même temps, ça les ferait rire aussi, quoi. Il y a pas oui. de... Surtout pour des Français, quoi. Ou dans d'autres pays, je dis Ou- pas, mais pour des Français, pour nous, ça va. ou-
Non, franchement, ça va. Ça va. Il y a juste certains passages où il faudra expliquer à l'enfant que C'est ça. il y a certains mots il va pas comprendre et il faudra qu'il aille chercher sur Google. On va quand même recommander plutôt le film à partir de 13-14 ans, voilà, peut-être. Oui, ouais. Peut-être pas non plus un film familial dans ce sens-là, mais voilà, c'est un film que vous pouvez quand même regarder avec votre grand-mère. Ça va. Du coup, Nam, as-tu une reco Oui, tout à pour fait. aller plus loin? Et bah, Un film dans le même figure-toi. style ou... Hein? Un film dans le même style ou un film qui se passe à Taïwan ou une comédie romantique de gangster ou... Je ne sais pas, Alors, qu'as-tu trouvé comme lien? c'est une romance. Une romance. Chinoise ou hongkongaise, je sais pas. Ah bah on va vérifier, attends, on fact-checkera en même temps. Une romance, voilà, très ornie. Très orné. Ouais, très ornie, Mhm. étonnamment. Mhm. Réalisée par Chu Yingping, Ah ouais, alors ça je peux pas le taper avec- sur Google pour vérifier. Hein. oui, avec Tony Leung et Maggie Chung, s'il vous plaît. Ah bah oui, plutôt Et il s'agit de Flying Dagger. Flying Dagger. Incroyable. Alors c'est probablement hongkongais. J'ai ça. Je l'imagine, oui. Qui est un wuxia, une comédie wuxia du cul, voilà. Alors là, Nam, tu ne me déçois pas. Parce que alors là, vraiment, alors si je ne savais pas que ça existait, une, Ah bah une- ouais. une comédie de cul un peu wuxia, Regarde ça. ça a l'air très très bien. C'est effectivement hongkongais, hein, du coup. Incroyable. Et bah écoute, je pense que wuxia du cul, je pense que tu pouvais pas mieux le vendre. Hein. Je sais pas si on en dit beaucoup plus. Attends, je le mets dans ma liste tout de suite. Attends. Avec Immédiatement. une note à côté, wuxia du cul. Ouais, je vais sur ma liste de films à voir et je le mets parce que vraiment, je pense que c'est très important pour ma culture, vraiment sous l'angle culturel. Ah oui, et pour le coup, ouais, c'est un... Je savais pas que ça existait un wuxia du cul. Hein. Là, tu m'as. Je pensais pas que le wuxia avait frayé et croisé avec d'autres genres que le wuxia. Mais ouais, film pas très connu pour le coup, genre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a vu à part moi. Et bah très bonne reco. Et ben on va étudier ça de près. Alors moi côté reco, j'ai deux recos. Oh. Bah oui, mais j'en ai deux, mais je savais pas trop quoi choisir. D'abord, j'ai une série télé, une série d'animation, une série d'animé qui s'appelle School Rumble. Alors, c'est sorti en 2006 et ça se passe dans une école japonaise, donc c'est votre histoire d'école japonaise absolument classique. Et une étudiante qui s'appelle Tenma Tsukamoto, qui va tomber amoureuse du bad boy du lycée, qui s'appelle Arima Kenji. Et donc, c'est vraiment le bad boy avec sa chemise de Yankee. Et lui, vraiment, il va devenir gangster. Et en fait, la dynamique entre les deux personnages, et ce côté, voilà, le gangster qui est en fait un mec normal, qui a envie d'avoir une petite copine comme tout le monde, voilà, ça m'a fait penser à Miss Shampoo. C'est 22 épisodes, c'est pas très long, je crois que c'est du format 20 minutes, donc ça se regarde vraiment très vite, et voilà, c'est très marrant, et c'est un humour, donc pareil, beaucoup de gags visuels, très absurdes, et en plus, comme on est dans de l'animation, bah, ça va encore un cran plus loin dans les débilités qu'on peut afficher à l'écran. Et sinon, j'avais aussi un film. J'ai réfléchi à est-ce qu'il y a des films. J'ai pensé, il y avait pas mal de films où c'est des parodies de gangsters et on va voir des gangsters plus sur leur côté humain plutôt que sur leur côté badass, gangster, etc. Et j'en ai pas forcément trouvé en comédie romantique que j'avais vu, mais récemment, j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu, qui est une comédie romantique et en même temps un film de braquage. Et c'est français, et c'est Claude Lelouch, et ça s'appelle La Bonne Année. Et c'est avec Lino Ventura et Françoise Fabian. Et à la fois la comédie romantique est très mignonne et à la fois le braquage est une bonne histoire de braquage où vraiment c'est deux trois mecs qui ont un petit peu les bonnes vieilles ficelles et qui savent comment faire un braquage, qui vont faire un braquage sur la Côte d'Azur, mais Lino Ventura va tomber amoureux de la belle antiquaire qui est à côté. Et le film, ce qui est intéressant justement, va pas du tout suivre le canevas d'une comédie romantique, qui à l'époque n'était pas si formalisé que ça d'ailleurs, mais va justement se permettre des allers-retours dans le temps, des flash-forward, des flashbacks, et va aussi présenter finalement le gangster en dehors de ses activités de gangster, quoi. Parce que là, il reste un peu gangster quand même pendant tout le film. Et en fait, là, il y a des moments où il va être juste en prison, il y a des moments où il va sortir, il va essayer de se remettre, il va faire un nouveau coup, et va... Voilà, et en fait, on va avoir une espèce de panorama de cette relation en dehors de cette sphère purement... qui ajoute un côté humoristique. Et une très belle performance de Lino Ventura. En regardant la fiche du film, j'ai trouvé un autre lien avec Miss Shampoo. Ah, incroyable, il y a Mireille Mathieu, effectivement. Il y a Mireille Mathieu dans le film, j'avais oublié ce détail. Et oui. C'est peut-être pour ça que j'y ai pensé, va savoir. Parce que effectivement, je me suis rappelé. Oui, il y a Mireille Mathieu, il y a carrément Mireille Mathieu. Alors, c'est comme c'est le louche, c'est marrant, c'est que
Euh, Il y a des références. Alors déjà, ça commence, le film, La Bonne Année, ça commence par des extraits d'un homme et une femme. Parce qu'en fait, un homme et une femme est projeté en prison où se trouve le personnage de Lino Ventura. Et en fait, j'ai commencé le film et j'ai fait, attends, je comprends pas, il y a Trintignant dans le film, mais je comprends pas, mais c'est un homme et une femme en fait. Et donc du coup, il y a toujours une espèce de- d'intrication avec la filmographie et avec le réel et avec donc des personnalités type Mireille Mathieu qui se pointent un moment dans le film de manière un peu random. Et donc voilà, de toute façon, c'est Lelouch, c'est unique. Hein. Je pense que Lelouch, faut en voir parce que c'est un mec qui fait du cinéma comme les autres ne font pas du cinéma. Alors des fois, on peut trouver ça très très nul, mais au moins on peut pas lui dire qu'il essaie pas de faire à sa manière, quoi. Oui, bah sur ce, voilà, ce qui va conclure notre segment sur Miss Shampoo, notre coup de cœur. Et on vous dit merci. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Tout le monde est pas abonné. En général, on fait plus de vues que notre nombre d'abonnés, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous par ailleurs. Et on vous dit bye bye. Bye bye.